Bonjour tout le monde. Dans cette première séance dédiée aux étudiants de S1, de l'option radiologie et de laboratoire, cette séance va être réservée à une introduction au corps humain. Définition, on va commencer par quelques définitions, à savoir la définition de l'anatomie et de la physiologie, puisque généralement notre module, c'est le module d'anatomie et de physiologie humaine. Donc l'anatomie porte sur l'étude des structures et des rapports qui existent entre elles. Ça veut dire la structure des organes, la forme, etc. Donc les dimensions, ainsi de suite. Donc c'est une étude descriptive des organes, alors que la physiologie, généralement, c'est le fonctionnement de ces organes, le fonctionnement de ces organes, de chaque organe, et puis la relation, bien sûr, de cet organe avec les autres organes du même système, ou avec d'autres organes de l'organisme. Donc, nous avons plusieurs subdivisions de l'anatomie, à savoir l'anatomie topographique. Généralement, c'est l'étude des rapports des organes dans une région. Nous avons l'anatomie macroscopique, nous avons l'anatomie systémique, l'anatomie régionale, l'anatomie radiologique aussi que vous avez parmi les modules en S2. Donc, vous avez l'anatomie de développement, l'embryologie, donc l'histologie, ça veut dire l'étude des tissus, la cytologie, l'étude des cellules, et l'anatomie pathologique. Nous, bien sûr, ce qu'on va voir, c'est la branche qu'on va étudier, c'est l'anatomie descriptive. L'anatomie descriptive. Donc, pour commencer, on va parler premièrement de ce qu'on appelle les niveaux d'organisation structurale. Donc, nous avons le corps humain est composé de plusieurs niveaux d'organisation, depuis, ça veut dire les atomes jusqu'à l'organisme entier. Donc, dans ce cadre, nous avons le premier niveau, c'est le niveau chimique. Donc, ici, on parle bien sûr des atomes et on parle des molécules. Donc, les atomes comme l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, l'azote et les autres atomes. Donc, ces quatre atomes constituent à peu près 96% des éléments chimiques de l'organisme. Puis nous avons bien sûr, et donc ça c'est le niveau des atomes, etc. Et bien sûr nous avons le niveau moléculaire, donc par exemple des molécules comme H2O, donc on a la molécule ça veut dire d'oxygène O2, ainsi de suite. Donc, puis nous avons le deuxième niveau, c'est le niveau cellulaire, ça veut dire le niveau des cellules. À ce niveau-là, donc on va étudier les cellules, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va étudier les cellules, les composantes, ça veut dire les organites de la cellule, la membrane cellulaire, les fonctions des cellules, les différents types de cellules de l'organisme, donc selon bien sûr l'emplacement. Et puis, bien sûr, on va étudier un peu la division cellulaire somatique et la division cellulaire reproductrice. Donc, puis, après le niveau cellulaire, nous avons ce qu'on appelle le niveau tissulaire, c'est le niveau des tissus. Et nous avons les quatre tissus fondamentaux de l'organisme, qui sont le premier, donc le tissu épithélial, et puis vous avez le tissu conjonctif, nous avons le tissu nerveux, et puis nous avons le tissu musculaire. Donc ces quatre types de tissus forment les quatre fondamentaux
de l'organisme. Et puis nous avons le niveau organique, donc ici on parle d'organes, donc les différents organes que nous avons. Depuis, donc, par exemple, je prends quelques organes, par exemple le cœur, okay, l'estomac, donc les poumons par exemple, etc. La définition d'un organe généralement, il est constitué au moins de deux types différents de tissus. Un organe est constitué d'au moins deux types de tissus différents. Puis vous avez le niveau systémique, ici on va parler des systèmes. Donc le système généralement c'est un ensemble d'organes qui ont, ça veut dire à peu près donc, la même fonction. Par exemple, la fonction respiratoire, on va parler du système respiratoire, et nous avons donc plusieurs organes. Donc, par exemple, le pharynx, le larynx, la trachée, et puis les poumons, les bronches, les alvéoles, etc. Donc, tout ça font partie du système respiratoire, le système digestif aussi. Nous avons plusieurs organes qui forment ce tissu, le système nerveux, le système endocrinien, le système cardiovasculaire, le système locomoteur, ainsi de suite. On va étudier chaque système à part après. Donc le niveau de l'organisme, donc ça c'est bien sûr le corps entier, donc c'est le dernier niveau, donc le niveau suprême. Voilà donc les différents niveaux d'organisation structurale du corps humain depuis le premier niveau, le niveau des atomes, jusqu'au niveau de l'organisme. Donc, puis on va parler des processus vitaux. Donc, les processus vitaux, chaque organisme, bien sûr, a plusieurs processus qui le caractérisent, qui caractérisent généralement un organisme vivant. Donc, nous avons premièrement le métabolisme. Donc, ça, c'est le premier processus vital qu'on va étudier. Donc, le métabolisme contient deux processus. Le premier, c'est le catabolisme et le deuxième, c'est l'anabolisme. Donc, le catabolisme, généralement, c'est la dégradation des grosses molécules. Cette dégradation des grosses molécules va fournir de l'énergie, va libérer de l'énergie, et cette énergie, elle va être utilisée par la cellule dans un autre processus, c'est l'anabolisme. L'anabolisme, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il utilise l'énergie du catabolisme dans la synthèse de nouvelles molécules complexes. Donc voilà, vous avez ces deux processus vitaux, donc le catabolisme et l'anabolisme, voilà, qui l'ensemble porte le nom de métabolisme. Donc le métabolisme, généralement, c'est un processus très vital au niveau des cellules. Le deuxième processus vital, nous avons la faculté de réponse. Ça, c'est le deuxième processus vital. La faculté de réponse, donc ici, l'organisme a la capacité ça veut dire de recevoir, d'interpréter des informations, de les traiter, de les interpréter, et puis de donner les réponses adéquates pour chaque information. Donc, c'est la faculté de réponse, ça veut dire l'organisme a la capacité de répondre aux stimuli, soit internes, soit externes, après un processus qu'on va voir tout de suite. Et puis nous avons ça veut dire le troisième processus vital, c'est le mouvement. Donc, bien sûr, un organisme vivant a la capacité de se déplacer, bien sûr. Nous avons le mouvement du corps entier. Le corps entier peut se déplacer pour faire des mouvements, etc. Et même au niveau des cellules, nous avons bien sûr des mouvements au niveau des cellules. Par exemple, nous avons l'influx nerveux
qui parcourent des distances, parfois des longues distances. Ainsi de suite, nous avons, ça veut dire plusieurs exemples de mouvements, soit du mouvement du corps entier, soit des mouvements au niveau des cellules, au niveau de d'autres organes du corps. Les processus vitaux toujours, donc nous avons la quatrième, ou bien le quatrième processus, c'est la croissance. Donc ici, bien sûr, donc les cellules ont la capacité donc de gagner de volume, de gagner de taille, etc. Donc on parle de croissance et l'individu, bien sûr, donc a cette capacité de, ça veut dire, par exemple, les os, par exemple, d'un individu ça veut dire de 10 ans, ce ne sont pas les os d'un autre individu de 20 ans, etc. Ça veut dire les tissus de l'organisme subissent bien sûr ce processus qui est là, la croissance. Et puis nous avons la différenciation. La différenciation, c'est que vous avez des cellules souches qui peuvent se spécialiser et donc se différencier. Voilà, pour devenir des cellules différenciées. Qu'est-ce que ça veut dire une cellule différenciée? Une cellule différenciée généralement a une mission très précise. Donc ici, on parle de mission précise. Donc voilà, c'est une cellule différenciée qui va jouer un rôle précis, qui va avoir une mission très précise. Donc, après avoir bien sûr acquérir ces caractéristiques de différenciation. Et puis, vous avez le dernier processus vital, c'est la reproduction. Donc, on peut donner cet exemple, par exemple, une cellule mère donc, somatique peut donner donc, deux cellules filles identique à la cellule mère. Donc ça c'est pour la division cellulaire somatique. Ou bien une cellule reproductrice, donc elle est capable de donner 4 cellules filles. 4 cellules filles. Donc c'est la reproduction. Et bien sûr lorsque donc une gamète mâle avec une gamète femelle donc vont se féconder, on va avoir la fécondation et on va avoir bien sûr le phénomène de la reproduction donc par la fécondation. Maintenant on va parler d'un concept très important. C'est un concept qui a été développé la première fois par Walter Bradford Cannon dans son livre La sagesse du corps. Ce concept c'est l'homéostasie. Donc l'homéostasie, on va voir c'est quoi l'homéostasie. Donc l'homéostasie, on dit qu'un organisme est en homéostasie lorsque son milieu interne, premièrement, contient la concentration optimale du gaz, de nutriments, d'ions et d'eau à une température optimale, à un volume optimal pour la santé des cellules. Donc si l'un de ces éléments n'est pas dans les seuils, ça veut dire optimum, donc on peut avoir bien sûr un déséquilibre, on peut avoir une perturbation de l'homéostasie. Donc on peut dire que l'homéostasie est égale à l'équilibre. C'est l'équilibre du milieu interne. C'est l'équilibre du milieu interne. Un déséquilibre peut donc bien sûr perturber l'homéostasie et donc cette perturbation peut parfois donner des dysfonctionnements, donner des maladies, etc. Donc le stress de l'homéostasie, c'est quoi? L'homéostasie généralement, elle est toujours il
il subit toujours des stress sous forme de ce qu'on appelle des stimuli. Donc un stimulus généralement provoque un déséquilibre du milieu interne. Ce déséquilibre généralement c'est un stress. C'est un stress de l'homéostasie. Généralement le stress il est de type. Nous avons des stress légers et nous avons des stress extrêmes. Pour les stress légers, généralement, les mécanismes qu'a l'organisme peuvent bien sûr gérer ces stress légers et donc rétablir l'équilibre à chaque fois. Pour les stress extrêmes, par exemple une intoxication grave, etc., dans ce cas, généralement, ça peut être très 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 grave pour la santé. Donc, on va voir quelques exemples tout de suite. Généralement, la régulation de l'homéostasie, lorsqu'il y a une perturbation de l'équilibre, il y a deux systèmes qui entrent en jeu, qui vont essayer de régler ces problèmes de stress. Nous avons le système nerveux et le système endocrinien qui vont bien sûr travailler ensemble pour rétablir ça veut dire l'homéostasie. Donc généralement le système nerveux travaille, donc il est très rapide par rapport au système endocrinien. Le système endocrinien c'est la sécrétion des hormones et le système nerveux c'est via bien sûr les influx nerveux. Pour les systèmes les systèmes boucles de rétroaction, on va parler de c'est quoi un système de rétroaction. Un système de rétroaction généralement comprend trois composantes fondamentales. Nous avons un centre de régulation qui est généralement le cerveau. Nous avons un récepteur, ce sont généralement des neurones sensitifs. Et nous avons un effecteur. Généralement, l'effecteur, ça peut être un muscle, ça peut être une glande. Ok, donc un muscle ou bien une glande. Ok. Donc ces trois composantes généralement participent à la formation de six systèmes de rétroaction. Donc bien sûr les récepteurs au niveau des organes vont recevoir quelques informations, quelques modifications, ils vont sentir les modifications ou bien les déséquilibres enregistrés concernant ce qu'on appelle les états contrôlés. Parce que nous avons généralement les constantes de l'organisme, un ensemble d'états contrôlés. Nous avons par exemple la pression artérielle, c'est un état contrôlé. Nous avons la température corporelle, c'est un état contrôlé. L'acidité par exemple, l'acidité du milieu extracellulaire, c'est un état contrôlé, ainsi de suite. Donc nous avons plusieurs états contrôlés. Ces états contrôlés, ils sont surveillés par le système nerveux, sont surveillés par des systèmes nerveux. Si nous avons une variation anormale d'un état contrôlé, par exemple de la pression artérielle, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ces récepteurs qui vont envoyer cette information de déséquilibre vers le centre de régulation qui est le cerveau. Le cerveau va interpréter l'information, il va envoyer bien sûr l'ordre vers les effecteurs pour intervenir et essayer de revenir à la normale ou bien de rétablir l'homéostasie. On va parler maintenant
ça veut dire de la rétroaction négative. Nous avons deux types de rétroaction. Nous avons la rétroaction positive et nous avons la rétroaction négative. Donc on va expliquer ces deux types de rétroaction. Regardez bien ici, donc on va parler de la pression artérielle. On va parler de la pression artérielle. Si donc s'il y a des variations de la pression artérielle, ces variations elles vont être senties par des récepteurs, par des capteurs au niveau des parois des vaisseaux. Voilà, donc au niveau des parois des vaisseaux, nous avons des récepteurs qui vont bien sûr recevoir, qui vont identifier ce changement, identifier ces variations. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer l'information vers le centre de régulation, qui est le cerveau. Au niveau du cerveau, bien sûr, au niveau du cerveau, soit au niveau du cerveau, soit au niveau de l'encéphale en général. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir interprétation de cette information. Et puis, donc, le centre de régulation, qui est l'encéphale, donc, va envoyer, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer, ça veut dire l'ordre pour les effecteurs. Pour les effecteurs, prenons l'exemple de la pression artérielle. Si nous avons une augmentation de la pression artérielle, dans ce cas, donc l'encéphale va demander par exemple au cœur de ralentir les battements cardiaques pour voilà, diminuer un peu la pression artérielle. Il va ordonner aussi les vaisseaux sanguins pour faire ce qu'on appelle une vasodilatation, donc ça veut dire augmentation des volumes des vaisseaux, et ainsi on va bien sûr diminuer la pression artérielle au niveau de ces vaisseaux. Donc voilà pourquoi c'est une rétroaction négative, parce que ici il y avait le premier effet, c'était l'augmentation de la pression artérielle, et après ça veut dire le processus de cette rétroaction. Donc on a donc baissé la tension artérielle, et voilà, donc donc on a diminué la pression artérielle, donc c'est plus et moins. Donc c'est pour cela que c'est une rétroaction négative. On a inversé le premier effet, qui était l'augmentation de la pression artérielle. Donc si la pression artérielle, si la variation c'était une diminution de la pression artérielle, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir après le processus? On va avoir une augmentation de la pression artérielle par l'accélération des battements cardiaques et la vasoconstriction des vaisseaux. Donc la vasoconstriction, c'est la diminution du diamètre des vaisseaux. Donc pour la rétroaction positive, nous avons ça veut dire un exemple très connu qu'on donne pour ce type de rétroaction. Donc cette rétroaction, généralement, au lieu d'avoir l'inversement de l'effet premier, comme le cas de la pression artérielle, donc ici, dans ce cas, la rétroaction positive, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir renforcement du premier effet. Renforcement du premier effet. Ok. Donc je vous donne l'exemple illustré ici. Donc c'est au moment de l'accouchement. Au moment de l'accouchement, ça veut dire lorsque le fœtus, donc au moment de l'accouchement, il va exercer une pression généralement sur le col de l'utérus. Cette pression va provoquer des contractions, et cette pression et ces contractions, bien sûr, nous avons des récepteurs qui vont recevoir cette pression comme une variation anormale. Ils vont envoyer ça vers le centre de régulation.
Donc le centre de régulation, qu'est-ce qu'il va faire? Donc l'information, bien l'ordre envoyé vers donc, les muscles du col de l'utérus seront bien sûr, l'information ne sera pas de ralentir les contractions, mais de les renforcer, ces contractions par la sécrétion d'une hormone qui est l'ocytocine. Donc l'ocytocine sécrétée par la glande hypophyse va donc augmenter ces contractions. C'est pour cela que nous avons deux effets similaires. Donc le premier effet c'était augmentation des contractions et le deuxième effet sera renforcement de cette augmentation. C'est pour cela que nous avons une rétroaction positive. Passons maintenant à ce qu'on appelle la position anatomique. Donc c'est essentiel comme notion générale. Donc la position anatomique généralement c'est lorsque le sujet est debout. On voit comme c'est illustré ici. Donc le sujet est debout face à l'observateur. Ça veut dire en antéro-postérieur. Les pieds à plat sur le sol, les bras le long du corps et les paumes tournées vers l'avant. Donc les paumes tournées vers l'avant, donc ou bien ils sont en supination, les mains en supination. Donc c'est la position anatomique. Concernant les régions, bien sûr, le corps humain est constitué de plusieurs régions. On peut citer par exemple la région de la tête, la région du cou, le tronc, donc le membre supérieur, le membre inférieur, donc le thorax, l'abdomen, le dos, le pelvis, ainsi de suite. Concernant les termes relatifs à l'orientation, donc ce qu'on utilise, c'est donc le côté droit, le côté gauche, donc le plan ventral, le plan dorsal, ça veut dire du devant et ce qui est derrière. Nous avons le proximal et le distal par rapport à un repère donné, donc le point proximal est donc un point distal par rapport à une référence. Nous avons le sens cranial-caudal, donc cranial généralement c'est vers la tête, caudal généralement c'est vers les pieds. Nous avons le plan médian ou bien la ligne médiane, c'est une ligne fictive qui passe ou bien qui divise le corps humain en deux parties égales. La ligne médiane généralement, donc on parle donc c'est la ligne qui passe par donc généralement le centre d'un organe ou bien d'une structure et qui divise cette structure en deux parties égales. Donc, et pour l'organisme, pour le corps humain, donc la ligne médiane, c'est celle qui passe donc et qui divise le corps humain en deux parties égales, et qui passe généralement ici à ce niveau-là, donc par ce qu'on appelle la ligne des épineuses, la ligne des processus épineux de la colonne vertébrale. Concernant les plans, donc nous avons trois plans de référence. Nous avons le plan sagittal. Donc le plan sagittal, c'est le plan qui divise le corps humain en deux parties, la partie droite, et la partie droite et la partie gauche. Si ce plan passe par la ligne médiane que nous avons déjà vue, on parle d'un plan sagittal strict. Si ce plan passe à côté de cette ligne médiane, on parle d'un plan parasagittal. Le deuxième plan, c'est le plan frontal ou bien coronal, donc frontal ou bien coronal. Donc ce plan frontal ou bien coronal divise le corps humain en deux parties. Une partie en avant, ça veut dire antérieure, une partie en arrière, ça veut dire postérieure. Le troisième plan, c'est le plan transversal ou bien axial. Ce plan transversal ou bien axial divise le corps humain en deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. Donc soit, lorsque j'ai dit divise le corps, soit on parle du corps humain, soit on parle d'un organe ou bien d'une structure.
Concernant les cavités corporelles, donc les cavités corporelles, nous avons deux cavités corporelles. La première cavité, c'est la cavité postérieure et la deuxième cavité, c'est la cavité antérieure. Concernant la cavité postérieure, généralement, c'est une cavité qui contient deux cavités. La première, c'est la cavité crânienne. Voilà, ça veut dire le crâne qui contient l'encéphale. Et la deuxième, c'est donc le canal vertébral. Le canal vertébral, bien sûr, pour le passage de la moelle spinale. Pour la cavité antérieure généralement est divisée en deux aussi. Nous avons la cavité thoracique et nous avons la cavité abdominopelvienne. Donc la cavité thoracique et la cavité abdominopelvienne sont séparées par le muscle diaphragmatique. Le diaphragme, le voilà. Donc c'est un muscle qui divise ou bien qui sépare ces deux cavités thoraciques et abdominopelviennes. Pour les régions et les quadrants abdominopelviens, donc nous avons 9 régions. Donc topographiquement, soit nous avons 6 régions, soit nous avons 9 régions. Donc cet exemple, c'est l'exemple de 9 régions. Donc nous avons la région centrale, c'est la région ombilicale. Nous avons l'ombilique. Nous avons la région supérieure, c'est la région épigastrique. Ça veut dire supérieure directement à la région ombilicale, c'est la région épigastrique. Et qui est inférieure, c'est la région pubienne ou bien hypogastrique. Pour les autres régions supérieures, vous avez l'hypocondre droit et vous avez l'hypocondre gauche. Pour les régions, ça veut dire de part et d'autre de la région ombilicale, nous avons le flanc droit et nous avons le flanc gauche. De part et d'autre de la région hypogastrique ou bien pubienne, nous avons les fosses iliaques, la fosse iliaque droite et la fosse iliaque gauche. Donc, on va terminer par la visualisation médicale, bien sûr. Donc, la médecine aujourd'hui utilise les moyens d'imagerie pour visualiser l'intérieur du corps humain. Nous avons plusieurs techniques. Nous avons des techniques conventionnelles, des techniques conformationnelles. Nous avons la radiologie standard. Nous avons maintenant la scanographie, la TDM. Nous avons l'IRM. Nous avons le PET scan et les nouvelles, ça veut dire techniques et les nouvelles technologies. Donc, pour la visualisation médicale des organes, bien sûr, de l'organisme. Donc, je vous souhaite une bonne révision et à très bientôt.